monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre filtre sur les grandes actualités qui ont pris place, que ce soit sur la scène nationale, régionale ou quand même internationale. Bien sûr, aujourd'hui, je suis en compagnie de mon invité de marque, monsieur Raouf Gaafar, notre analyste politique et économique. Vous êtes toujours bienvenu sur l'antenne internationale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Raouf Gaafar. Très rapidement, nous allons commencer cette une nouvelle tournée dans le monde par la présidence égyptienne qui a en fait fermement condamné l'agression menée aujourd'hui par les forces d'occupation israéliennes contre le Qatar. C'est donc une réunion de dirigeants palestiniens à Doha consacrée aux efforts de cessez-le-feu. L'Égypte a qualifié cette attaque de précédent dangereux et totalement inacceptable de son union, qu'il s'agit d'une violation directe de la souveraineté du Qatar, une atteinte grave au droit international. L'écart a également mis en garde contre les répercussions de cette escalade qui menace la stabilité régionale et compromet, ou plutôt compromet, les efforts internationaux visant à instaurer une trêve à Gaza. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé avoir mené des frappes contre des responsables palestiniens après que des explosions ont été entendues à Doha, la capitale du Qatar. Les autorités qatariennes ont de même confirmé des frappes contre des domiciles des responsables palestiniens et condamné une attaque lâche. La police a bloqué l'accès au lieu des explosions. Le Qatar a annoncé que des enquêtes de haut niveau étaient en cours. A rappelé que l'armée de l'occupation israélienne a annoncé avoir mené des frappes contre des responsables palestiniens après que des explosions ont été quand même entendues à Doha, la capitale du Qatar. Les autorités du Qatar ont confirmé des frappes contre des domiciles de responsables palestiniens et condamné cette attaque lâche. D'autre part, l'Égypte a transmis aujourd'hui une lettre au président du Conseil de sécurité des Nations Unies à la lumière des évolutions liées au bassin du Nil oriental. Dans ce message, l'Égypte a réaffirmé son attachement aux règles de droit international et a souligné son refus de toute mesure unilatérale pouvant affecter ses droits historiques et ses intérêts vitaux. L'écart a insisté sur la nécessité d'un règlement basé sur le dialogue et la négociation. L'Égypte a également appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités afin de garantir la sécurité et la stabilité régionale. D'autre part, on trouve que l'Égypte a également dénoncé toute tentative de remettre en cause ses droits légitimes sur le Nil, a appelé la communauté internationale, notamment l'Union africaine, plutôt les Nations Unies, à assumer leurs responsabilités afin de garantir la sécurité et la stabilité régionale. Donc, partons en France, où calendrier social chargé, mais également assemblée divisée, les préoccupations du président français pour nommer un nouveau Premier ministre. En France, donc, il y a toujours ce qu'on appelle une chute du gouvernement du Bayrou. Qu'est-ce que s'est passé? C'est ce qu'on va savoir ensemble durant ce reportage. Au lendemain de sa chute, François Bayrou, qui a massivement perdu lundi son pari d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale, remet sa démission au président de la République, qui en a déjà pris acte. Emmanuel Macron a déjà promis de nommer un Premier ministre dans les tout prochains jours, une nomination qui promet d'être plus rapide que celle de Michel Barnier, qui avait pris 52 jours, pressé par les opposants ainsi que par le calendrier social et international. Le président français se retrouve encore en première ligne face aux oppositions. Renommer un Premier ministre très rapidement lui redonnera de l'oxygène, indique un cadre du bloc central.
D'autant que les différents partis ont des visions radicalement opposées. Pour la suite, Gabriel Attal réclame un négociateur pour aboutir à un accord d'intérêt général jusqu'à 2027. Le Rassemblement national demande une nouvelle dissolution. La France insoumise appelle à une présidentielle anticipée et la destitution d'Emmanuel Macron, tandis que le Parti socialiste et les écologistes veulent un Premier ministre de gauche. À la veille du mouvement de protestation bloquant tout, né sur les réseaux sociaux et soutenu par la gauche, la situation sociale est tendue. Emmanuel Macron devra également composer avec l'agence Fitch qui pourrait dégrader la note de la dette française dès vendredi et engendrer des turbulences sur les marchés financiers. L'agenda international est également chargé avec le 22 septembre une conférence coprésidée par Emmanuel Macron au siège de l'ONU à New York sur la solution à deux États au cours de laquelle Paris doit formaliser, de même que plusieurs autres pays, sa reconnaissance de l'État palestinien. Donc, pour avoir plus d'explications en ce qui concerne ce sujet, encore une fois, j'ai au studio de l'Intérêt international, M. Raouf Ghafar, notre analyste politique et économique. Donc, toujours, vous êtes le bienvenu. Merci. Merci à vous. Donc, comment vous observez l'image ou la scène intérieure de France, notamment après, si je peux dire, ce séisme qui a renversé le gouvernement de Bayrou? D'ailleurs, les gouvernements en France ont été très fragiles dans les dernières années. Nous avons vu un changement. C'est le quatrième gouvernement. Exactement. En fait. Donc, il y a des problèmes internes qui font face à la France depuis quelques années, divers, c'est-à-dire les immigrants posent des problèmes, les bas salaires posent des autres problèmes, chômage, etc. Donc, il y a des problèmes qui prennent lieu depuis quelques années et ils ont beau changer le gouvernement, ça n'arrive pas à résoudre ces problèmes. Ouais. Donc ça, ce n'est pas inhabituel, pas que ce soit attendu, mais voilà, c'est arrivé pour la quatrième fois, comme vous l'avez dit. Mais d'après votre observation, votre analyse, pourquoi Bayrou n'a pas pu arriver à réussir à avoir la confiance du Parlement? Et le Parlement a été toujours divisé. Il n'y a pas une majorité claire. Il y a toujours des différentes parties qui sont en compétition et il n'y a pas un parti qui a une majorité. Donc il faut essayer de faire des rassemblements, éviter l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Mais ça ne marche pas. Oui. Alors je pense que peut-être cette fois-ci, le nouveau Premier ministre choisi par le Président peut arriver à un compromis avec deux ou trois partis qui peuvent présenter une majorité. D'ailleurs, ça sera une majorité très fragile, sinon une minorité. C'est-à-dire, la situation n'est pas très amusante. Oui. Voilà. En fait, nous avons entendu des paroles ou des interventions de la part des parlementaires en ce qui concerne non seulement il y aura une sorte de changement au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de la présidence. Donc, à quel point vous trouvez que le président lui-même, Emmanuel Macron, est menacé d'être changé? Non, franchement, je ne pense pas. Il a 2 ans, 3 ans dans son second terme. Ils vont passer. D'ailleurs, le président français a toujours des droits et des privilèges
il peut justement surmonter toutes les décisions de l'Assemblée nationale et autres. Ouais. Non, je pense qu'il ne va pas être changé. Il va continuer son terme et il va essayer une fois peut-être cette fois-ci, peut-être une fois prochaine, si jamais, à former des gouvernements qui peuvent justement gérer les choses pour les quelques mois, les quelques années, disons. Oui, mais à quel point vous trouvez que ce renversement du gouvernement de Bayrou représente quand même un coup dur contre cette économie de France, contre le président français, notamment si on va parler qu'il y a un cadre, que ce soit régional au niveau européen, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi au niveau international, du point de vue français, la guerre dans la bande de Gaza, ça, encore une fois, représente un coup dur et un coup qui vise à affaiblir quand même le régime français ou l'État français dans ce temps très, très critique. Oui, mais nous savons bien que la France a des problèmes économiques depuis un certain temps. Ils font face à des défis économiques sans précédent. Et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de pays européens. Mais la France étant un des pays les plus importants dans l'Union européenne, toujours on regarde avec intérêt ce qui arrive en France. Mais nous savons tous que la France a des problèmes économiques depuis quelque temps et que ça va sans doute prendre du temps à récupérer. Comme vous l'avez dit, il y a tellement de choses des événements qui prennent lieu autour d'eux, guerre d'un côté, les événements à Gaza de l'autre, et puis les sanctions de douane, etc., proposées par l'Amérique. Oui. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de défis. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a de plus en moins les mains d'Israël, par exemple, qui manipulent un peu plus cette opposition formée dans les rues de France contre le président Emmanuel Macron vis-à-vis de ses positions de plus en plus pro-palestiniennes et ses promesses de reconnaître l'État palestinien dans ce mois-ci? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne vois pas les choses de cette perspective. Je vois que non. La majorité des Français sont d'accord à propos du territoire palestinien, de l'État palestinien, etc. Mais non, ça, ce sont des problèmes internes qui ont à faire avec les Français eux-mêmes. Ils ne sont pas contents, leur niveau de vie baisse, et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes internes. Mais sur le plan politique externe, je ne pense pas que ça peut poser des problèmes internes en France de façon à ce que le gouvernement change. Ça, c'est mon avis. Ouais. Donc, d'après vous, oui, ce sont des raisons économiques qui ont poussé les Français à, entre guillemets, à se révolter contre tout budget resserré de la part du gouvernement. Absolument. On a été témoigné de Gilets jaunes il y a quelques années, quand même le président français a essayé de faire des réformes économiques structurelles au niveau de France. Donc, vous trouvez que c'est ça la raison? La raison principale, oui. Les Français veulent un meilleur niveau de vie qui n'a pas pu être réalisé, disons, par les gouvernements successifs. Et c'est toujours c'est ça une question principale. Donc, est-ce que les autres gouvernements, est-ce que les premiers ministres à nominer de la part du président Emmanuel Macron vont plutôt réaliser ce que Macron aspire, ce que plutôt le peuple français aspire?
C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est dans la main du président et même d'un gouvernement de changer ces choses. Je pense que ça, c'est une situation globale. Donc, ça doit changer globalement pour que les choses s'améliorent en France. Mais espérons que peut-être le gouvernement, le nouveau qui va être nommé par le président, a peut-être un autre point de vue. Il va essayer de faire quelques réformes, disons, rapides pour essayer d'assimiler la colère, disons, du peuple français. Ouais. Donc, c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous devons passer à un autre sujet, mais cette fois-ci au niveau de l'Égypte. Les efforts égyptiens s'accélèrent pour renforcer de plus en plus l'investissement industriel et approfondir l'industrie locale en renforçant ainsi le rôle des villes et des zones industrielles. L'Égypte compte jusqu'à maintenant presque 177 zones industrielles, dont 25 est présente dans le gouvernorat du Caire. Le Caire se taille ainsi la part de Lyon en ce qui concerne le nombre de zones industrielles présentes dans le gouvernorat, soit 14% selon la base de données de l'Autorité générale de développement industriel. Les explications tout de suite. L'Égypte compte 177 zones industrielles, dont 23 présentes dans le gouvernorat du Caire, a dit le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres dans sa revue périodique intitulée « Villes et zones industrielles, un catalyseur pour l'investissement et le développement industriel ». Le Caire se taille la part de Lyon en ce qui concerne le nombre de zones industrielles présentes dans le gouvernorat, soit 14% selon la base de données de l'Autorité générale du développement industriel qui précise que les zones industrielles sont réparties dans 26 gouvernorats. Les gouvernorats de Soheg, de Beni Suef et d'Assiout sont parmi les gouvernorats qui comptent le plus grand nombre de zones industrielles, ce qui permet d'assurer des opportunités d'emploi aux habitants des gouvernorats de la Haute-Égypte. Des zones industrielles se trouvent également dans les gouvernorats frontaliers. L'Autorité générale du développement industriel organise des rencontres hebdomadaires avec les investisseurs des zones industrielles des gouvernorats en présence de gouverneurs pour examiner les problèmes et les obstacles auxquels ils sont confrontés. En abordant les efforts visant à renforcer le rôle des zones industrielles considérées comme des catalyseurs pour l'investissement industriel, le rapport du Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres rappelle que l'État avait pris plusieurs mesures pour stimuler la fabrication locale de ces zones, dont la création de l'unité d'investissement dans le Conseil des ministres et la formation d'un groupe ministériel en charge du dossier. Les efforts égyptiens s'accélèrent pour renforcer l'investissement industriel et approfondir l'industrie locale en renforçant le rôle des villes et des zones industrielles. Une décision a été adoptée récemment pour obliger les investisseurs de toutes les zones industrielles à créer une association d'investisseurs dans chaque zone. Cette association, qui regroupe les investisseurs de la zone, est chargée de gérer la zone industrielle et de superviser toutes ces questions internes. Le secteur industriel en Égypte se caractérise par son rôle clé aidant à atteindre les objectifs généraux du développement durable. Donc, docteur Raouf Gaafar, dans ce temps de crise, dans ce temps de troubles, que ce soit au niveau international ou au niveau régional, à quel point vous trouvez que la localisation industrielle, c'est tout à fait crucial pour l'Égypte? C'est un sujet de vie ou mort. C'est-à-dire, certainement, les événements régionaux et internationaux représentent des défis particulièrement régionaux, parce que nous sommes entourés de crises
nous sommes entourés de turbulences de tous les côtés. Et certainement, ça représente une pression colossale sur l'État égyptien, sur le gouvernement, sur le président et tout. Donc, travailler sous cette pression énorme, ça demande beaucoup de décision, de courage, de volonté, etc. Et certainement, ça implique une situation qui peut peut-être retarder un peu les aspirations, etc. Mais je pense que le fait que l'Égypte s'industrialise, c'est une chose impérative. Oui, de plus en plus, on essaie d'approfondir les partenariats avec différents, entre guillemets, partenaires internationaux, Absolument. notamment de puissances économiques, de grandes puissances économiques mondiales comme la Chine, la Russie, mais aussi le Japon. Absolument. On ne peut pas nier que nous avons exécuté des projets d'infrastructure formidables. Nous avons, j'ai dit ça à plusieurs reprises, et beaucoup de monde l'ont dit, nous avons tout ce qu'il faut pour démarrer. Et nous avons fait pas mal d'accords, pas mal de protocoles avec des forces industrielles très grandes, comme vous l'avez dit, notamment la Chine, la Russie, l'Inde et autres, européennes et américaines. Mais jusqu'à présent, et nous avons pas mal d'investisseurs dans différents domaines qui sont venus et qui ont participé certainement au développement de l'Égypte pour le mieux, mais je pense que c'est également impératif de donner au secteur privé beaucoup plus autonomiser le secteur privé. Exactement. Il faut qu'il prenne beaucoup d'autorité. Il faut c'est lui qui doit justement conduire l'économie. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Le gouvernement a fait ce qu'il faut et encore un peu plus. Et maintenant, c'est le temps des investisseurs privés de gérer l'économie avec des partenaires étrangers, arabes, asiatiques, européens, américains, etc. C'est toujours plus facile pour les investisseurs de traiter avec le secteur privé. Ils ont beaucoup plus de flexibilité. Le gouvernement est toujours rigide, il y a beaucoup de bureaucratie, etc. Mais avec le secteur privé, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que... Même dans ce temps de crise, est-ce que c'est vraiment, nous devons donner plus de confiance et plus d'autonomisation dans ce temps très dur, non seulement pour l'Égypte, mais pour tous les autres pays régionaux, quand même internationaux? Certainement. Certainement, pourquoi, oui. Le capital est peureux, c'est-à-dire il n'y a pas un capital qui va venir dans une région qui soit un peu volatile. Il doit venir dans une place où il y a sécurité, stabilité, flexibilité et bénéfice. Oui. Je pense que l'Égypte représente maintenant cette oasis de paix, de sécurité. Maintenant, nous avons... Quand même, un oasis de sécurité, de stabilité. Nous venons d'assister, par exemple, à des attaques contre des pays du Golfe, comme le Qatar, par exemple, ou d'autres pays dans la région, comme la Syrie, le Liban, et bien sûr le côté palestinien. Mais, comme vous venez de dire, l'Égypte, c'est l'oasis de sécurité et de stabilité. Absolument. Et quand même, l'Égypte n'essaie pas d'arriver à une sorte de collision ou à une sorte de choc avec les autres. On a assisté quand même que pendant presque 10 ans, ou plus de 10 ans, une décennie,
nous essayons de faire des négociations avec le côté éthiopien pour arriver à une sorte d'accord avec l'Éthiopie sur le bassin du Nil. Moi, je suis de base ingénieur, donc je sais de quoi il s'agit. Nous sommes un peu en retard. Je peux dire très en retard, mais je peux dire un peu en retard. On a compté sur les voies internationales, les Nations Unies, etc., pour résoudre ces problèmes. L'Union africaine, les négociations directes entre l'Éthiopie et l'Égypte, le Soudan certainement inclus, et on a arrivé à nulle part. Exactement. Donc, il faut changer cette direction. Certainement, il y a des autres solutions. Mais de plus ou moins, nous essayons de rendre toutes les organisations, tous les autres pays en tant que des témoins, effectivement des témoins en ce qui concerne les étapes égyptiennes vis-à-vis de toute solution, que ce soit au niveau de Gaza ou quand même que ce soit au niveau du bassin du Nil. Espérons. Oui, espérons. Ça va nous prendre nulle part, encore une fois, mais on doit continuer dans cette direction complètement pacifique, basée sur une volonté internationale et disons, un point de vue identique dans ces deux problèmes. Que ça se termine avec une grande réussite ou pas, mais on ne peut pas changer. On ne peut pas changer ceci. Avec l'Éthiopie, peut-être on a quelques autres solutions. Ce n'est pas à moi de discuter. Mais sur le plan Gaza, on a fait tout ce qu'il faut et on continue à faire de plus encore. Et espérons que ça change. Voilà, on prie pour ça. Mais ce qui arrive, voilà. Dans ce temps de crise, quand même, Israël ne s'arrête pas. Et dans ce temps de crise, il s'avère qu'il y a un point d'interrogation très important de comment l'Égypte essaye de renforcer sa position en tant qu'un pôle d'investissement, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international. Comment c'est ce qu'on va savoir à travers les explications de ce reportage suivant. Après ça, c'est le temps des analyses avec notre invité. La stratégie d'investissement direct étranger 2025-2030 s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à instaurer une gouvernance économique globale assurant la complémentarité des politiques sectorielles avec le cadre institutionnel et législatif régissant l'investissement. Cette gouvernance constitue une véritable feuille de route destinée à permettre à l'Égypte de tirer pleinement parti des opportunités émergentes dans un contexte mondial en profonde mutation, a déclaré le ministre de l'Investissement lors du lancement du récit national pour le développement économique en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli. La stratégie a pour objectif de consolider la place de l'Égypte comme destination d'investissement régional et international, d'élargir la base d'investissement, de diversifier les sources de capitaux et d'attirer des investissements de qualité dans des secteurs prioritaires à forte valeur ajoutée. Elle vise également à promouvoir une croissance durable, génératrice d'emplois décents, à favoriser la diversification économique et la transition vers une économie de la connaissance, à soutenir les investissements verts et les exportations et à intégrer l'Égypte dans les chaînes de valeur mondiales tout en maximisant l'impact local grâce au réinvestissement et à l'expansion des projets existants, a précisé le ministre.
Donc, Monsieur Raouf Gaafar, comme vous venez de regarder, l'Égypte essaye d'être une destination d'investissement régional international, essaye d'élargir la base d'investisseurs, mais aussi de diversifier les sources de capitaux, d'attirer des investissements de qualité dans des secteurs prioritaires à forte valeur ajoutée. C'est presque la grande vision de l'Égypte 2030. Votre remarque? Nous avons tellement de domaines, c'est-à-dire nous avons des ressources minières à n'en plus finir. Il faut les exploiter d'un côté. Nous étions pionniers dans les industries agroalimentaires. Il faut se rétablir. Nous étions pionniers dans les industries de filature et tissage. Nous devons nous rétablir. C'est-à-dire il y a tellement de domaines. Et maintenant, on a une grande production de matériaux de construction, ciment, céramique, etc. Mais comme vous l'avez dit, il faut diversifier. Le ministre de l'Industrie a dit qu'il va construire 10 000 usines d'ici 5 ans. Sans le secteur privé, il n'y a pas moyen. Et nous avons, comme je viens de dire, notre ministre de pétrole et de ressources minières était justement en Australie pour discuter l'exploitation de mines d'or, etc., etc. Encore une ressource qui existe et qui n'est pas exploitée. Donc, nous avons, comme je dis, toutes les matières premières qui sont disponibles. Nous parlons de l'industrie automotive qui peut suffire, automobile, je m'excuse, qui peut suffire et le marché égyptien et le marché africain. Donc, à mon opinion, on doit passer à une autre étape, c'est-à-dire, ok, on importe les machines pour produire des boîtes. Si jamais on arrive à produire la ligne de production de ces boîtes, ça sera encore une valeur ajoutée. Surtout que nous avons tout ce qu'il faut pour faire ça. Et ça va nous servir pour notre production, mais encore une fois, ça va nous servir pour exporter ces lignes de production dans des industries différentes aux pays africains. L'Afrique représente un marché redoutable, c'est l'avenir. Et il faut justement avoir l'œil sur l'Afrique particulièrement. Ouais. Les tarifs américains, les tarifs douaniers américains imposés sur plusieurs pays dans le monde, est-ce que c'est pour ou contre l'économie égyptienne, pour ou contre les exportations et l'industrialisation égyptienne? Jusqu'à présent, c'est complètement pour. Nous avons, les Américains ont imposé un 10% pour les produits en provenance de l'Égypte, vis-à-vis 40 et 50 et 100 plus. Et presque 245% sur les produits chinois. C'est 245%. Donc pourquoi ne pas... Je n'arrive pas à imaginer comment ça... Exactement. Alors, il est temps d'ouvrir nos portes pour les Chinois de venir et produire ici. C'est-à-dire, ce sont des situations qui ont été créées comme si Dieu veut nous faire un service. Donc, on doit en profiter. Et quand même, nous étions prêts à travers une sorte d'infrastructure tout à fait absolument. Je viens de dire, nous avons tout ce qu'il faut. Donc, ils n'ont qu'à venir et commencer demain. Et ça a besoin de quelques, disons, flexibilités sur le plan peut-être douane, peut-être loi, etc. Mais en principe, nous avons tout ce qu'il faut pour que les pays qui veulent travailler et produire en Égypte sont les bienvenus. Et à quel point vous trouvez que le fait d'avoir une sorte de taux d'inflation en baisse, la livre égyptienne est un peu en hausse face aux autres devises étrangères, notamment le dollar, le taux d'intérêt de la Banque centrale égyptienne est de plus en plus en réduction. Est-ce que tous ces indices, tous ces facteurs également rendent service
à pomper plus d'investissements, à attirer plus d'investissements de la part de différents pays, notamment des pays du Golfe? Absolument, Pourquoi? absolument. Absolument, pourquoi? Parce que moi, quand je suis un investisseur et je viens ici et le taux d'intérêt est à 25%, il faut que je gagne 40% pour payer les banques avec leur intérêt. Mais si jamais le taux diminue et baisse à 10%, donc j'ai justement besoin de gagner un 12-15%. C'est un service très grand pour les investisseurs. Absolument. C'est pour ça que je ne suis pas expert là-dedans, mais pure et simple logique, ça aide et ça rend service aux investisseurs de venir. Et le taux d'intérêt, je pense que ça va diminuer encore un tout petit peu. Mais est-ce que l'Égypte, à travers ces indices, à travers le taux de croissance réalisé sur le terrain durant la dernière période, est-ce que l'Égypte peut vraiment être dépendante de tout programme de la part de grandes institutions financières internationales comme la FMI ou la Banque je pense que oui. mondiale? Je pense que oui. Avec des investissements directs, on peut ne pas avoir recours aux prêts, aux facilités. Donc on a dépassé cette phase? Pas dépassé, on doit la dépasser. On doit la dépasser. Parce que oui, ces instituts financiers, ils imposent des conditions qui peuvent, de leur point de vue, être bien, mais il y a un aspect social. Eux, ils ne le voient pas. Mais nous devons le voir. Alors c'est pour ça que je dis que maintenant, il y a une possibilité d'aimanter les investisseurs et les investissements directs étrangers et pour remplacer justement les prêts. Et quand on regarde les prêts qu'on a pris dans les 10-12 années, une dizaine de milliards, je pense que d'un coup, on peut récupérer. Je pense que le rôle de développement actuellement de l'État, c'est comment, si je peux dire, rendre les gens, notamment de la couche sociale moyenne, plus, si je peux dire, plus riches. Absolument. Le niveau, ça va s'améliorer automatiquement. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup. Même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne d'Antenne Internationale. Au revoir.